Dans cette présentation, on va voir ce qu'on cache derrière le rôle du coup de principal designer. On verra les évolutions de seniorité dans les métiers du design et quelques échanges notamment par rapport aux modélisations qu'on peut avoir sur les seniorités entre les organisations françaises et les organisations anglo-saxonnes. Avant de commencer sur l'évolution de seniorité, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur ce qu'on voit en termes d'évolution, de passage à l'échelle des équipes de design et comment est-ce qu'elles se créent et comment elles évoluent au sein des organisations, donc dans les entreprises. Très souvent, ce qu'on va voir, c'est que vous allez avoir en fait un product designer qui va apparaître dans l'entreprise. Un recrutement par opportunité, un projet qui a besoin du coup d'une ressource et l'équipe était convaincue qu'il fallait avoir un designer dessus. Et au final, cette personne va être assez seule. Là, elle va travailler évidemment de manière opérationnelle dans son projet, mais elle va commencer aussi à sensibiliser à la pratique dans les autres équipes. Très rapidement, elle va venir être identifiée, cette personne, comme le référent sur les sujets de design, et c'est souvent le moment où en fait on voit apparaître une évolution de son titre, et elle va se qualifier plutôt de lead design dans l'entreprise, même si au final cette personne est assez seule au début. En passant à ce niveau-là, la maturité de l'entreprise évolue, qui fait qu'elle va commencer à être prête à avoir plus de profils. On va voir apparaître du coup d'autres product designers, très souvent en lien avec le lead, dans le sens, ça peut être par exemple un stagiaire, un alternant, ou sur un autre projet sur lequel il y avait du budget, on a recruté une nouvelle personne ou un prestataire. Et ça va continuer encore comme ça. Au bout d'un certain stade, en fait, l'équipe va commencer à se constituer et c'est tout naturellement que la personne qui était lead ou la personne qui a pris le rôle de lead depuis va commencer cette fois-ci plutôt à se qualifier de head of design. C'est souvent lorsqu'on commence à voir apparaître 3 designers, 4 designers. Avec ce passage en tant que head of design, on va voir apparaître une structuration de l'équipe. Parce qu'en prenant ce titre-là, en prenant ses responsabilités, cette personne va commencer à structurer les façons d'intervenir, les process, les méthodos, va commencer à avoir tout simplement un rôle de manager au sens premier du terme, qui va être de manager et d'organiser la pratique du design dans l'entreprise. C'est aussi le moment où cette personne va rajouter les profils qui sont un petit peu plus rares, on va dire, dans les entreprises, ou qu'on voit moins dans les premiers niveaux de maturité des entreprises, qui va être de rajouter très rapidement un user researcher et aujourd'hui très rapidement un UX writer également. Et en fait, il va se passer quelque chose assez souvent à ce moment-là, c'est qu'une autre équipe de design va apparaître. Très souvent, c'est une équipe de design qui a fait le même cheminement à côté. Ça va être une équipe qui était plutôt côté, par exemple, marketing ou brand, qui travaillait pas sur du produit, mais qui va travailler plutôt essentiellement sur de la marque, des choses comme ça, voire au contraire un autre périmètre fonctionnel qui se crée de toutes pièces à côté. Et c'est là où des strates supplémentaires vont apparaître avec le rôle de directeur du design et très souvent les activités de design ops. Les activités de design ops, elles apparaissent assez souvent quand on commence à avoir deux head of design, parce que là, ça commence à être une évidence. Parce que ce qu'on demande à chacun des head of design, c'est d'organiser la pratique sur ces périmètres donnés. Donc on va voir vraiment apparaître les activités de design ops, même si elles peuvent commencer à apparaître assez tôt, au final, dans l'activité, dans le périmètre du coup de un head of design. Et lorsque le design ops apparaît à ce stade-là, on va avoir des profils aussi qui vont être plutôt orientés sur du programme management, donc des design program managers, qui vont piloter en fait des programmes de design très orientés sur les opérations. Donc ça va être des chantiers sur les process, les workflows, les façons de collaborer avec tout le monde, etc. C'est pas du tout de l'opérationnel de design de produit, c'est vraiment de l'opérationnel des opérations. Donc ce qu'on voit, c'est que quand vous avez un directeur, vous avez souvent plusieurs head of design qui apparaissent. Et en fait, comment ils sont organisés, ces différents head of design? Ils vont être très souvent organisés par zones fonctionnelles. Ces zones fonctionnelles, ça va dépendre du coup des entreprises. Vous allez avoir une zone qui peut être un produit, donc le produit 1, le produit 2, le produit 3. Vous pouvez avoir des zones qui sont les typologies utilisateurs, les particuliers, les professionnels. Et vous pouvez avoir des zones qui sont par exemple des filiales lorsque vous êtes dans un groupe, la marque 1, la marque 2 et la marque 3. Ça va être des ensembles relativement autonomes au final. Même s'ils partagent potentiellement un même design system, une même direction artistique, c'est quand même des endroits où ils ont un périmètre d'autonomie qui est assez important. Et donc ce que je vous ai dit, le côté branding, au final, ou design system ou autre, et même design ops, vont être des fonctions transverses de ces trois zones. Et on va voir très rapidement apparaître en fait une équipe transverse qui va s'appeler Core Team chez certains, Design Foundation chez d'autres, la X Team, équipe transverse, enfin quel que soit son nom, qui a pour objectif en fait de porter toutes ces ressources transverses à l'intérieur du coup de l'équipe de design. Vous allez y retrouver les design systems,
très souvent les sujets de brand, de direction artistique. Vous allez y trouver potentiellement les sujets de writing. Vous allez y trouver des sujets qui sont autres que du delivery, donc ça on pourra en reparler dans une autre présentation un autre jour, sur la différence entre le delivery et les équipes concept ou les équipes en discovery, et comment est-ce qu'on fait de la production de design en discovery, parce que c'est pas que de la recherche au final en discovery. Et ça, ces personnes-là vont être du coup dans la core team. Et c'est comme ça que les équipes vont se structurer naturellement. Voilà. Donc le design system est quasiment tout le temps transverse à ces entités, même si certaines zones peuvent avoir des design systems spécifiques, on va avoir quand même un rattachement à une équipe transverse. Donc ça, c'est pour les modèles organisationnels. Et je pense que c'est important, lorsqu'on parle de l'évolution des seniorités dans les métiers du design, de parler de ces modèles organisationnels, parce que qui dit évolution en seniorité dit aussi évolution, du coup, dans cette représentation organisationnelle de votre équipe de design. Sur l'évolution de seniorité du design, il y a deux chemins que l'on peut emprunter. On est habitué en France à se dire que la progression hiérarchique dans une entreprise nous fait passer d'opérationnel à manager. Sur les métiers d'expertise, c'est valable aussi bien d'ailleurs pour du développement, pour du design ou pour d'autres métiers, on va avoir évidemment un track qui va être celui qu'on va appeler de people leadership. L'objectif va être de manager les individus. Mais on va également avoir une évolution parallèle qui va être un track de craft leadership. L'objectif cette fois-ci va être plutôt sur du leadership de production, de projet, mais pas du tout du management individuel. L'idée étant de pouvoir proposer des évolutions de carrière à des individus sans pour autant que ces personnes en fait, changent de métier. Devenir manager, c'est un autre métier. Il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font de manière opérationnelle, qui n'ont pas du tout envie de manager des individus. Donc comment est-ce qu'on peut leur proposer en fait une évolution de carrière sans leur dire je suis désolé, maintenant que tu es senior designer, tu vas rester senior designer, parce que l'évolution logique après derrière, c'est de devenir manager du coup de designer. Donc l'idée étant de leur proposer ce track supplémentaire qui est un track d'expertise où on va retrouver au final le design lead. C'est-à-dire contrairement à ce qu'on pense, on en reparlera après sur la différence avec le principal designer, le design lead n'est pas censé être un manager d'individus. Alors ça c'est une mauvaise habitude qu'on a en France avec le terme lead, qui est très orienté sur le management d'individus. Le design lead il est vraiment sur du management de projet. Son alter ego sur le management d'individus, c'est être le design manager. Au final, ils sont à peu près au même niveau dans l'organisation. Et qui dit même niveau, dit même salaire, dit même expertise, dit critères de recrutement assez similaires, etc. Quelque chose qui est intéressant entre la différence entre people leadership et craft leadership, ça va être le fait qu'on va s'attendre sur la partie de craft leadership à avoir une vraie évaluation ou un vrai besoin en termes de technicité. C'est-à-dire les personnes qui vont emprunter le craft leadership, ils doivent être très bons dans ce qu'ils font d'un point de vue design. Alors que sur les tracks de people leadership, à un même niveau, on peut se permettre d'avoir des personnes qui soient moins douées techniquement en design, parce qu'on ce qu'on s'attend d'eux, c'est plutôt leur capacité à manager des individus, à s'assurer, à piloter des équipes, à recruter des personnes, etc., mais moins à produire techniquement le design. Donc à un même niveau, à une même verticale, vous avez la possibilité de faire évoluer des gens qui ont des compétences techniques qui sont différentes. Donc du coup, on va voir souvent apparaître le métier de junior designer. Alors aux États-Unis, enfin sur les métiers anglo-saxons, on va utiliser le terme associate par moment. Ça peut vous permettre de comprendre pourquoi des fois certaines entreprises recrutent des associate designers, mais en fait c'est des junior designers. On va voir ensuite le métier de designer, le métier de senior designer. Et là, si on rentre sur le craft leadership, donc le design lead, le principal designer, et on va terminer par en quelque sorte le creative director dans le registre du graphisme, du UI, de l'identité visuelle. Vous l'avez vu, par moment, je vous ai mis creative director, je vous ai mis researcher. Même si j'utilise le terme designer, cette évolution, elle est valable pour tout le monde. Que vous soyez researcher, que vous soyez writer, que vous soyez plus sur la partie UI, c'est également des modèles d'évolution que vous avez chez les développeurs, avec les principal engineers, où vous avez exactement le même principe d'évolution. Et donc sur la partie de people leadership, vous avez le design manager, le senior design manager, le head of design, le design director, et au-dessus vous avez le VP design et le chief design officer. En France, c'est quand même assez rare aujourd'hui d'être chief design officer. On a de plus en plus VP design. Alors VP pour vice president et chief design officer. L'idée, c'est tout simplement que cette personne, en fait, elle est au comité exécutif, d'où le terme chief officer, comme un chief marketing officer, un chief operation officer, etc., etc. Donc ça, c'est pour les doubles tracks.
Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre le lead designer et le principal designer. Le principal designer, c'est quand même un métier qui est assez nouveau en France. La différence entre les deux, si on regarde sur ce qu'on attend en fait de la personne, sur le lead designer, on est sur le registre en fait d'un leader, une personne qui va leader, mais une personne qui va préférer leader des projets que des individus. On bascule sur le craft leadership, il est là non pas pour manager des gens, mais pour manager des projets, des product teams, etc. Le principal designer va avoir une attente très forte envers lui sur sa contribution. Le principal designer, c'est un contributeur individuel indispensable. C'est le super expert. C'est une personne qui produit dans son registre à lui, en design, en research, etc., de l'activité. Il n'est pas forcément là pour manager un projet ou autre, il est là pour apporter une expertise, une vision supplémentaire. Le lead designer, lui, va piloter la conception des produits dans les registres de delivery, de production en entreprise. Et dans ce qu'on va rechercher, c'est quelqu'un qui a déjà contribué avec succès sur une intervention, sur un périmètre dans son ensemble. Le principal designer, il va plutôt intervenir sur le cadrage et la résolution de problèmes très complexes. Son objectif, ça va être de détecter de nouvelles valeurs pour des expériences un petit peu innovantes. La notion d'innovation va revenir souvent sur ce profil-là. Et c'est souvent un individu qui est conçu comme quelqu'un de précurseur dans le design à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que dès qu'on va vouloir mener, notamment avec les activités de design ops, des sujets d'évangélisation, la personne qu'on va faire intervenir, c'est pas le lead designer, c'est le principal designer. Parce qu'il est vu comme un ambassadeur, comme quelqu'un justement qui s'y connaît extrêmement bien. C'est une figure du design à la fois dans l'entreprise, mais aussi à la fois comme un représentant de ce que fait cette entreprise dans le design à l'extérieur de l'entreprise. Le lead designer, de son côté, il va piloter la résolution de problèmes. Donc on est vraiment une problématique, on pilote, on s'assure de répondre à cette question-là. Là où le principal designer, il va plutôt intervenir sur l'expérience globale des sujets, et y compris du coup multi-touchpoint, multi-product team, multi-zone potentiellement. Et il va également intervenir sur des projets innovants, donc des projets que l'entreprise va commencer à lancer sans qu'elle soit rentrée dans des thématiques de delivery, donc thématiques de delivery qui sont vraiment de la production quotidienne du MVP, des releases qui vont avoir lieu. Lui va intervenir aussi sur des projets innovants qui sont par définition des projets qui vont se créer avec une équipe donnée et qui vont derrière juste servir de prototype, de validation à un concept. Et une fois que ce projet est terminé, on va passer en fait aux équipes de délivrer le sujet, et là le principal designer va donner le relais au lead designer et aux designers associés pour qu'ils prennent en main en fait le sujet. Alors il travaille pas seul, hein, le principal designer, il travaille évidemment avec les autres designers, avec les leads, etc. Pour vous donner un exemple, très souvent dans une zone, donc je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs zones. Dans une zone, vous allez avoir un head of design ou un design director. Je vais revenir sur cette notion après et pourquoi je vous ai mis design director maintenant. Et à l'intérieur de cette zone, vous allez avoir plusieurs product teams. Très souvent, en fait, le terme de design lead, il va apparaître lorsque dans une product team, vous avez plus de 2 designers, ou 2 designers et plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que très souvent, le designer qui est un peu historique sur le projet de la product team, voit arriver un nouveau designer sur son sujet, et comme il a l'historique, comme il a la connaissance de cette product team, c'est très souvent lui qui va passer, qui va faire une évolution de carrière à ce moment-là, et qui va devenir lead de cette product team d'un point de vue design. Et on va voir apparaître donc le terme de design lead dans ces product teams lorsqu'on a plusieurs designers. Alors je vous ai mis product team au sens de la démarche agile, mais ça peut être un ensemble d'équipes, ça peut être une autre façon de fonctionner, c'est un périmètre sur lequel vous êtes plusieurs à travailler en même temps dessus. Et par rapport au researcher et au designer, et d'ailleurs j'aurais pu mettre la même chose avec l'UX Writer, c'est que le researcher, lui, va être transverse à plusieurs product teams. Très souvent, le researcher, il va être rattaché à un niveau qui est celui, en fait, d'une typologie utilisateur, qui est couverte par plusieurs product teams. Il va couvrir tel persona ou tel groupe de personas qui ont des problématiques et qui sont couverts par plusieurs product teams. Et le principal designer, là aussi, il est au final assez transverse. Et il va intervenir, comme on l'a dit tout à l'heure, sur cette expérience globale, en collaboration avec les autres design leads et les différentes product teams. Si ces sujets, c'est des sujets qui vous intéressent, vous avez un très bon livre là-dessus qui est Org Design for Design House, et une bonne partie là, des concepts que je vous ai présentés ont été posés par Peter Merholz et Christine Skinner dans ce livre et puis dans les différentes conférences qu'ils font. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ça vous explique notamment, là je passais très rapidement, mais les différences entre driver, leader, exécutif, etc. Et vous avez aussi les explications des différents modèles d'évolution et les différentes techniques
du coup, de gestion des organisations entre les organisations distribuées, centralisées et hybrides. Et je vous disais, du coup, en bonus, on allait avoir une petite discussion aussi sur la différence en fait entre la perception qu'a l'industrie française et l'industrie anglo-saxonne, et la différence de perception surtout qu'ils ont. Et ça va se porter à un niveau essentiellement qui est celui de Head of Design. En France, et je pense que c'est lié beaucoup avec cette notion de directeur, du terme directeur en français, le design director est au-dessus du Head of Design dans la perception de beaucoup de gens. Alors qu'en fait, lorsque vous êtes sur le vrai modèle, qui est le modèle, enfin le vrai modèle, je ne sais même pas si on peut dire ça, mais en tout cas le modèle anglo-saxon, le design director, il est avant le head of design. C'est-à-dire que vous avez design manager, senior design manager, design director, et ensuite head of design. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les zones. Vous avez au final un design director par zone, et le head of design, il couvre un périmètre du coup de différentes zones. Voilà. Donc ça, quand vous êtes sur des sujets de scale dans vos entreprises, etc., c'est un sujet qui est important à poser au début, parce qu'en fait, en face du head of design, notamment lorsqu'il est à ce niveau de design director, il va échanger avec le directeur marketing, le directeur produit, etc. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus clair en France de dire que cette personne-là qui est au deuxième niveau que je vous présente dans l'échelle de leader s'appelle le design director, parce qu'en face, il est en train de discuter avec le directeur marketing. Alors que s'il était à un niveau en dessous, il serait juste en train de discuter avec un lead produit ou autre. Donc ce qui est important quand vous définissez vos termes, c'est évidemment d'avoir des termes qui se rapprochent de ce que les personnes que vous allez recruter cherchent sur le marché, mais c'est surtout de l'adéquation des termes que vous utilisez avec les autres termes des autres profils dans l'entreprise, côté produit, côté IT et autres, pour parler tout simplement le même langage dans votre entreprise. Et pour conclure, juste nous de notre côté, alors on a pas mal d'activités, on a quand même pas mal de boîtes dans leur passage à l'échelle, et du coup on fait de l'activité de chasseur de tête, aussi bien d'ailleurs sur des profils de salariés que des profils de freelance, et on a plusieurs de nos clients aujourd'hui, on recherche un directeur du design, on cherche deux head of design, deux lead product design et au moins deux product designers. Les leads et les products sont ouverts aux freelance, par contre les design directors et head of design, c'est salarié exclusif. Donc si jamais vous connaissez des gens, que vous êtes intéressé ou autre, bah, n'hésitez pas à nous faire un message, à me faire un message en privé sur Discord, sur LinkedIn, n'importe. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Les postes dont tu viens de nous présenter, c'est sur Bordeaux, sur Paris, c'est Il y a un partout, peu de tout. Ok. Il y a un peu de tout. On a du full remote pour certains. Europe, Ok. Afrique aussi. Pas forcément parler français. Le design director, il faut forcément parler anglais, par exemple. Mais français, c'est pas forcément nécessaire. Et donc, ils ont même pas de bureau, eux. Alors, ils sont en train d'en prendre dans le Marais, c'est pas dans le Marais. Je sais plus, bref, à Paris Centre. Et vous pouvez être full remote tant que c'est raisonnable sur la gestion des time zones avec la France. Voilà. Ça marche. Et dans le lot, il y a des startups qui ont levé quelques zéros et des grands groupes. Il y a différents sujets. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu voir? Il va revenir sur certains sujets. Ouais, j'ai une petite question. J'ai vu des boîtes comme Figma ou Zero Eight qui ont des advocate designers. Ouais. Tu le placerais où, ce genre de profil? Alors, ils sont très spécifiques. Ces profils-là, au niveau de, si tu veux, de cette échelle, ils vont être clairement au niveau du principal designer. Au moins. Parce que justement, tu es sur l'expertise la plus poussée. Le rôle d'advocate, c'est un rôle très souvent de boîte produit dans le design, qui a pour objectif de faire cette évangélisation de la technique du produit dans les équipes de design. C'est quelqu'un qu'on détache pour venir faire des conférences, pour venir accompagner les équipes support, les équipes sales, les équipes pré-sales, dans le fait du coup d'amener le super expert en fait autour de la table avec le client. C'est ça la finalité de ce métier. Donc c'est un métier qui est très nouveau. Tu vas pas le retrouver dans des organisations produits qui ne vendent pas d'activité de design en fait, parce qu'il y a assez peu d'intérêt. Tu vas le retrouver vraiment, et tu le vois dans les noms de boîtes que tu as cités, c'est des boîtes qui fournissent des produits dans le métier du design. Et elles ont toutes. Hein.
elles ont toutes des design advocates. Ils sont souvent 2-3. Ils sont souvent sur un aux États-Unis, un en Europe et un en Asie. C'est à peu près la répartition que tu vas avoir. Évidemment, l'intérêt, c'est de prendre des gens qui sont à l'aise à l'oral, qui parlent plusieurs langues et qui sont techniquement du coup très bons sur le sujet parce que leur objectif, c'est de rentrer dans un call très rapidement, de comprendre la problématique de l'équipe en face et d'expliquer en quoi est-ce que le produit de l'entreprise est le mieux pour résoudre cette problématique-là. Yes. Donc au moins principal designer. Tu auras rarement un advocate qui sera du côté de junior designer ou senior, quoi. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu demandes de présenter au profil type lead design ou principal design quand tu recrutes un profil comme ça? Qu'est-ce qu'on lui demande en fait en termes de je dirais pas de portfolio, mais enfin voilà, ce qui est l'équivalent en termes de preuve de savoir-faire, d'expérience? Dans alors je sais plus si c'est exactement dans le livre de Org Design ou dans les confs qu'ils font associés. Ils ont l'explication de tout ce que tu vas rechercher. Tu vas rechercher évidemment une évaluation des compétences humaines comme à tout titre, mais ça va commencer à être encore plus important sur ces titres-là, notamment autour de la communication, le fait de travailler à plusieurs. Tu vas également avoir des problématiques autour du coup de l'évaluation des compétences techniques. Et là, en l'occurrence, par rapport, alors on pourra en reparler là aussi, mais sur les profils en T, etc., tu vas chercher des gens qui sont extrêmement bons dans deux grandes dominantes pour passer lead et principal designer, là où sur senior, tu as besoin que d'une seule très grande dominante. Après, ce que tu vas regarder essentiellement, c'est ce qu'ils ont fait avant en termes de pilotage. C'est-à-dire, sur le côté de lead, est-ce qu'il a été capable de piloter justement des projets? Et est-ce que ces projets sont arrivés à terme? Est-ce qu'il les a livrés? Est-ce qu'il y a eu une livraison de quelque chose derrière, qu'il est parti du début vers la fin? Et sur le terme de principal designer, ça va être le nombre de projets qu'il a livrés. C'est-à-dire non seulement qu'il a déjà fait, mais qu'il a déjà fait plusieurs fois. C'est-à-dire sous-entendu qu'il a eu ce rôle de design lead. Après, c'est des discussions moi que j'ai eues là récemment avec certains clients. Moi, je pense que tu peux très bien passer de senior designer à principal designer sans passer par le rôle de lead. Parce que le rôle de lead, tu as quand même un côté de gestion de projet, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas toi qui gères le projet, puisque tu travailles avec le produit, tu travailles avec l'IT, mais en tout cas des problématiques de planification, d'anticipation d'échelons, etc. Là où le principal designer, tu reviens sur des sujets très techniques. Donc en fait, si tu te retrouves avec un senior designer, quelqu'un qui est très bon techniquement, mais qui est peut-être plus dans le travail individuel, même si tu n'es jamais complètement individuel, évidemment, dans ce type d'organisation, mais tu vois qu'il est bien à l'aise pour bousculer les gens, pour évangéliser et autres, là, tu peux te poser la question de le faire monter immédiatement sur le rôle de principal designer, sans le faire passer par une évolution classique de design lead, etc. D'autant plus que c'est un métier qui est récent, donc en fait, on se retrouve dans des situations où tu as des gens qui stagnent sur senior designer et qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience, etc. Et s'ils avaient eu une évolution un petit peu plus linéaire, en fait, ils seraient déjà arrivés principal designer. Donc en fait, tu peux très bien les basculer. Mais en tout cas, c'est pas les années d'expérience, quoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de votre côté? Est-ce que vous avez déjà vu des principal designers de votre côté ce titre-là apparaître? Ou c'est la première fois? Salut Axel, j'ai une question s'il vous plaît concernant Product Designer. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme portfolio? Si on le compare par exemple à UX Researcher ou UI Designer. Un Product Designer, qu'est-ce qu'il doit avoir comme portfolio? Alors, le Product Designer, si tu veux, ouais, vas-y. Parce que par exemple, je viens de voir votre offre. J'ai déjà postulé, mais j'ai reçu un retour négatif concernant parce que j'avais un portfolio qui n'était pas assez bien, d'après ce que j'ai reçu. Pourquoi j'ai pas pu de mettre. Je suis désolé si je parle pas très bien français parce que je suis pas C'est très français. clair. Je suis anglophone en plus. En effet, pourquoi pas, ils ont dit que sur l'email, comme quoi
mon portfolio n'était pas assez clair parce que j'avais des projets qui étaient confidentiels. Du coup, j'ai pas eu l'occasion pour partager plus. Et j'aimerais d'avoir, d'après votre expérience, Hmm, un bien product sûr. designer, qu'est-ce qu'il devra montrer sur son portfolio? Alors, Pour, un product designer, il va devoir montrer de la production de design sur un produit. C'est bête ce que je dis, mais au final, il faut que tu montres du produit. Dans la production, pour le product designer, il faut qu'on voit de l'atelier d'idéation. Il faut qu'on voit des sketchs papier, des parcours, des user stories, des flows. Potentiellement, s'il y a des personas, des experience maps, c'est des choses qui sont bien, mais ça, on va les attendre beaucoup plus sur la partie UX ou user researcher. Et sur le product designer, on s'attend par contre à avoir du coup des écrans qui vont jusqu'à la partie UI. Par contre, on ne s'attend pas à ce que ce soit lui qui ait créé la partie UI. On s'attend à ce qu'il ait utilisé des éléments d'un design system créé par un UI ou un visual designer et que lui, en tant que product designer, il soit capable de les réutiliser, de les assembler en architecture d'information pour créer ses maquettes. Tout simplement qu'il maîtrise du pixel perfect. Voilà. De bien aligner ces éléments, etc. Et ensuite, par rapport à ta deuxième question, en fait, il y a énormément de product designers. Donc la question, elle va être, quand on poste une offre comme ça va être la concurrence que tu vas avoir en face de toi. Et cette concurrence, même si toi tu as des projets confidentiels, ce qui se comprend très bien, en face de toi, malheureusement, tu vas avoir des gens qui ont des projets à montrer et qui ne sont pas confidentiels. Donc quand tu revois, moi je peux te donner un exemple d'un recrutement que j'ai fait alors maintenant ça remonte à 5-6 ans, j'avais reçu plus de 200 candidatures en fait. Donc sur le 200, il y a un moment donné, tu es obligé de trier. Et donc, tu tries forcément sur le portfolio avant d'avoir rencontré la personne. Donc, tu vas regarder dans le portfolio deux choses. Tu vas regarder la production que cette personne a pu faire et le nombre de méthodes et le côté un peu transverse du coup des productions que cette personne a pu faire. Et ensuite, donc ça c'est vraiment le côté méthodologique. Et ensuite, tu vas regarder l'adéquation des projets de ce profil-là avec les projets que toi tu as dans ton entreprise. Si tu postules sur des sujets qui sont de sites de e-commerce et que dans ton book tu n'as aucun exemple de site de e-commerce, bah en fait, ouais, ok, tu es certainement un très bon product designer, mais peut-être pas en fait pour la problématique de mon entreprise, parce que derrière, je vais avoir d'autres product designers qui ont le même niveau que toi, qui ont la même expérience que toi, mais qui ont tout fait dans du e-commerce. Donc en fait, malheureusement, dans un sujet comme ça, c'est la concurrence qui va le définir. Donc il y a des moments où tu peux passer, même sans exemple par rapport aux clients, juste parce qu'il n'y a pas le niveau de concurrence que tu auras sur d'autres sujets. Et ça, t'as pas de règle. Tu peux pas savoir en fait. Voilà. Merci. Je t'en prie. Il est 14h05, on se prend une dernière question et puis après on peut continuer à échanger sur Discord ou autre. Comme ça on libère un petit peu tout le monde. Eh bien on peut s'arrêter là alors. Ouais.